Nous allons recevoir un autre invité, c'est l'artiste ivoirien Tikengia Fakoly. L'album « Dernier appel » s'adresse au peuple africain. C'est un appel à l'unité de tous les Africains. Tikengia Fakoly chante, je cite ses paroles, « Tant que la victoire n'est pas là, tant qu'on n'est pas proche de ce qu'on souhaite, il faut continuer à se battre. » Voyons juste un extrait. Icône de la musique ivoirienne, Tikengia Fakoly ou encore Moussa Doumbia est une virtuose de la musique reggae. Né en 1968 à Odiné dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, il découvrit la musique assez tôt et forma son premier groupe en 1987. Artiste engagé à travers des tests incisifs, il réussit à se faire connaître. Star international du reggae est à sa 10e œuvre discographique. Cet album a été présenté officiellement au public africain lors de la fête de la musique le 21 juin dernier. Le dernier appel est un opus de 16 titres engagés. En l'occurrence, quand l'Afrique va se réveiller, pauvre et riche. Et le dernier appel, titre éponyme. Panafricaniste avéré, il lance un message, un appel à l'union sacrée et à l'unité sans lesquelles rien n'est possible d'après lui. Pour joindre l'acte à la parole sur cet album, un featuring avec Alpha Blondy comme pour sceller définitivement la réconciliation entre les frères dits ennemis du reggae africain par le passé. C'est aussi un appel à l'entente entre les communautés d'un même pays pour leur permettre de se consacrer à l'essentiel. African Revolution lui a valu un disque d'or, le 4e de sa carrière. L'artiste œuvre pour des actions de solidarité en Afrique, notamment dans l'éducation par le financement d'écoles primaires, dont une à Tourouni en Côte d'Ivoire et une autre à Kassawa au Niger. Bonsoir Tikengia. Bonsoir madame. Alors vous lancez un dernier appel aux Africains. J'ai envie de vous poser cette question un peu embêtante. Est-ce que c'est une dernière interpellation ou vous êtes fatigué de lancer les appels aux Africains? Je ne suis pas du tout fatigué. C'est l'appel, le titre c'est par rapport à l'urgence de l'appel, l'urgence de l'unité des Africains. Tant que nous ne serons pas unis, il va être difficile pour nous d'avancer. L'Afrique est un grand continent. Nous sommes plus de 50 pays, mais nous sommes divisés. Nous avons toutes les matières premières dont les pays occidentaux ont besoin pour continuer leur développement. La nature nous a tout donné et nous sommes en retard. Nous sommes derrière alors que nous devons être devant. Donc sans unité, rien ne sera possible. Donc c'est vraiment par rapport à l'urgence de cette unité-là. D'accord, il y a donc urgence. Et vous y croyez encore à cette unité-là? Madame, moi je suis un Africain optimiste. Je suis par rapport optimiste. à cette Afrique qui est toujours foudroyée par les guerres, par les crises. Vous savez, quand je regarde juste 50 ans en arrière ou 70 ans en arrière, la France était en guerre, il y avait les réfugiés sur la route, comme on voit aujourd'hui en Centrafrique. Les maladies, on parle d'Ebola aujourd'hui, c'est vrai, il faut prendre toutes les dispositions pour bloquer cette maladie pour ne pas que les autres pays soient contaminés. Mais tout ça, les pays occidentaux, les pays dits aujourd'hui pays stables, pays démocratiques, ont connu toutes ces situations. Donc, alors pour vous, qu'est-ce qu'on pourrait, je vais dire, prendre exemple sur ces pays que vous citez là, pour l'Afrique, pour le continent noir? Je pense qu'il faut simplement se mettre au travail. Il faut se mettre au travail, il faut mettre les enfants à l'école. Et une fois la majorité des Africains saura lire et écrire, les choses vont se faire tout seuls. L'école, l'éducation va réveiller l'Afrique et on va arrêter de se taper dessus, on va arrêter de se disputer inutilement et on va penser à nos pays, à notre continent. Alors donc pour cet album que vous dédiez à l'Afrique, vous avez choisi de le présenter hors de ce continent. Ouais. Pourquoi? Parce qu'au moment où l'album est sorti, je ne pouvais pas venir en Afrique pour des raisons privées, mais nous l'avons présenté dans un coin à Paris qui représente un peu l'Afrique. Nous avons présenté cet album dans un foyer. C'est assez un foyer africain, oui. Donc un foyer qui était bourré d'Africains. Il y avait toutes les nationalités qui étaient là, des Sud-Africains, des Maliens, des Guinéens, des Ivoiriens. Donc on a présenté là-bas, c'était vraiment symbolique. C'était pour que ceux-là fassent passer le message aux frères qui sont en Afrique.
Et comme vous êtes là, peut-être que vous allez le présenter, mais c'est juste en passant. Alors, sur la pochette de l'album, on te voit dans la rue au milieu d'une foule munie d'un porte-voix. Ça change de la précédente, du précédent album où on te voit sur un cheval comme un général. Ouais. Effectivement, là, c'est pour dire qu'on est dans le peuple. Et qu'on est dans le peuple et qu'on essaie de faire passer le message du peuple. Voilà. Qu'on essaie de faire passer le message à tout le monde, à tous les Africains, de surtout croire en ce continent. Vous savez, les Africains sont les seuls à ne pas croire à l'Afrique. Quand vous êtes en Occident, tout le monde sait que l'Afrique, c'est le continent de l'avenir. L'Afrique, c'est le continent où tout reste à faire. En 2050, nous serons 2 milliards comme population, je veux dire. Et l'Afrique a tout. Mais comme nous sommes divisés, tout le monde profite de nous, le système occidental profite de cette division et même les hommes politiques africains profitent de cette division. Donc si le peuple se met ensemble, que le peuple se met au-dessus des régions, au-dessus des religions, au-dessus des ethnies, pour mener un seul combat, je pense que nous allons gagner tous les combats. Et pour vous, ce rapprochement du peuple, c'est très important? C'est très, très important. Le reggae, c'est la voix du peuple. On ne peut pas faire du reggae et être hors du peuple. Je pense qu'il faut un contact permanent avec le peuple quand on fait du reggae. Alors, ce qui m'a frappé, c'est que lors de votre présentation, je n'étais pas à Paris, mais j'ai eu des échos et puis je l'ai vu aussi dans certains documents. Vous disiez qu'il arrivera un jour où l'Afrique refusera les visas aux Occidentaux. Bien sûr, madame. N'est-ce pas assez? Ah oui, bien sûr, madame. Ici, on a de la place. Il pleut, il y a le soleil. Vous savez, en Europe, ceux qui vivent dans des coins où il y a le soleil toute l'année, c'est les riches. Le soleil, ici, vous voyez, quand les gens présentent la météo sur les chaînes internationales, quand il fait beau, ils disent, la personne qui présente la météo dit « J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Il va faire beau aujourd'hui, il va avoir le soleil. » Ce n'est pas un événement chez nous. Je suis certain, madame, que dans 50 ou 100 ans, ça ne sera pas peut-être notre vivant, mais je suis sûr que c'est l'Afrique qui va refuser le visa aux Occidentaux un jour, parce que là-bas, tout a été fait. Vous voyez, il parle de crise en crise, que ce soit aux États-Unis ou en France, il n'y a que des crises. Et ici, nous, on a toute l'avenir devant nous. Il suffit simplement qu'on se mette au travail, qu'on travaille sérieusement et qu'on mette nos enfants à l'école. Je suis sûr et certain que dans quelques années, les trucs vont changer de camp. Votre optimisme est si frappant, Tiken Jah. Mais bien sûr, madame. Et on a l'impression que c'est un rêve et que cela ne peut même pas se réaliser parce que de plus en plus, l'Afrique est déchirée. Vous savez, madame, par les guerres, par les maladies. Je reste modeste, mais quand Martin Luther King disait aux États-Unis qu'il avait un rêve, personne n'imaginait que les Noirs, et qu'il allait avoir un président noir aux États-Unis, qu'il allait avoir une descendante d'esclaves comme première dame des États-Unis. Je pense que si les Africains, comme je le dis, mettent leurs enfants à l'école, qu'on travaille et qu'on arrête de se taper dessus, moi je suis certain, et je le dis, que demain c'est pour l'Afrique. Alors, dans cet album également, il y a le duo avec Alpha Blondy, où vous appelez la diaspora à prendre ses responsabilités. La diaspora a toujours joué un rôle important dans le réveil de l'Afrique. Les rencontres entre nos premiers dirigeants et des gens comme Marcus Garvey, des gens comme Martin Luther King, ces rencontres-là ont été très très importantes dans le réveil du peuple africain. Nos frères qui sont en Occident, c'est vrai qu'ils nous envoient de l'argent, c'est bien, mais on aimerait qu'ils nous téléphonent pour nous dire « Arrêtez de vous taper dessus. Arrêtez de vous taper dessus à cause des hommes politiques. Donnez-vous la main, représentez une force en face d'eux et poussez vos dirigeants à se mettre au travail. » Alors, dernier appel s'éloigne de la direction artistique d'African Revolution, l'un de vos albums, et retourne à un reggae plus direct avec les cuivres, les pompes. Est-ce que vous pouvez nous dire en plus? Je pense qu'il y a surtout beaucoup d'instruments traditionnels africains dans cet album. Je pense que la différence de cet album, je suis convaincu qu'on ne fera pas mieux le reggae que les Jamaïcains. Nous, on ne fera pas mieux le reggae que Bob Marley, mais nous pouvons prouver que les Jamaïcains sont partis de l'Afrique avec le reggae dans leur sac. Et c'est arrivé en Jamaïque qu'ils ont ouvert le sac. Qu'ils ont ouvert le sac et qu'ils ont créé cette musique-là. Et je pense que quand on prend la kora ou le ngoni ou le balafon et qu'on joue sur le reggae, quand ça colle, ça prouve que les Jamaïcains sont venus, que le reggae, que la racine même du reggae, c'est l'Afrique. Et donc, vous avez fait aussi une pause entre African Revolution et ce nouvel album.
J'ai fait pour cultiver la terre. Effectivement, j'ai fait une pause parce que j'ai fait 15 hectares de riz dans mon petit village, donc au Bouléban, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et j'avais envie de dire aux jeunes de retourner à la terre. Vous savez, on parle de crise alimentaire en Afrique, c'est honteux, madame. Nous avons la terre, il pleut, il y a le soleil, et il y a les bras valides. À l'époque, quand moi j'étais à Bouléban, chez mon grand-oncle, tous les dimanches on allait au champ. Et il avait 3 épouses, chaque épouse avait son champ de tomates, son champ de riz, enfin son champ de tomates, piments et oignons. Donc ça fait que pour nourrir 15 personnes, il donnait seulement 200 francs CFA. Parce que simplement, chaque femme, je voulais simplement mettre la main à la pâte au lieu de me contenter de parler de ça. Donc ça fait qu'il y avait tout à la maison. De la parole à l'acte avec Tikenga. Voilà. Aujourd'hui, tous les jeunes veulent venir à Abidjan, tout le monde veut aller en France. Donc ça fait que il n'est pas étonnant aujourd'hui de retrouver dans les assiettes de nos parents à Bouléban ou à Sédougou ou bien dans le sud de la Côte d'Ivoire, dans des villages. Il n'est pas étonnant de trouver du riz thaïlandais parce que simplement tout le monde a fui les villages. Dernière question, vous revenez donc aujourd'hui à la musique pour faire passer ce message et je dirais plutôt pour planter, puisque vous aviez cultivé, pour planter donc cette graine de l'unité africaine. Ouais, c'est très important. Je pense que nous devons planter la graine de l'unité africaine, l'arroser. Et rien n'est dit qu'on va récolter les fruits. Et dans l'histoire, tous ceux qui ont planté la graine ont arrosé. Ils n'ont pas été là pendant la récolte. Les routes que vous faites Boigny, en fait, ce sont ces routes-là que nous sommes en train d'utiliser aujourd'hui. Les routes qui sont en train d'être faites aujourd'hui seront utilisées par nos enfants et nos petits-enfants, ainsi de suite. L'Afrique, c'est l'avenir. L'Afrique, c'est l'avenir. Je suis convaincu, madame, je suis convaincu. Mettons-nous au travail et mettons nos enfants à l'école et on en parlera, Inch'Allah, même si nous, on n'est pas là. Mais peut-être cette émission, elle est déjà enregistrée. Ceux qui seront là feront passer cette émission et ils verront qu'on avait raison. Merci beaucoup, Tikenga Fakoly. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci, madame.